Chers élèves, je suis très ravi de vous faire une séance qui entre dans le cadre de la deuxième unité, nature de l'information génétique et le mécanisme de son expression, le génie génétique. Donc cette unité fait partie du programme des sciences de la vie de la Terre, de la première année baccalauréat, option sciences maths. La séquence concernée est l'expression de l'information génétique. Tout d'abord, je voudrais juste souligner les principaux objectifs de cette séance, à savoir la consolidation de quelques connaissances liées à la génétique et également la consolidation des habiletés liées au raisonnement et à la communication scientifique. Maintenant, faisons un petit rappel sur quelques notions liées à l'information génétique. De par sa nature chimique, l'information génétique est une molécule d'ADN, acide désoxyribonucléique, formée par 4 types de nucléotides, A, T, C, G. Au niveau de la localisation, donc l'ADN ou bien l'information génétique ou encore le programme génétique est localisé à l'intérieur des noyaux pour les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules dotées du noyau. Alors que les cellules prokaryotes qui sont dépourvues de noyau, l'ADN est diffus dans le cytoplasme. En ce qui concerne la structure, l'information génétique ou bien l'ADN est une double hélice, c'est-à-dire deux chaînes nucléotidiques ou bien deux brins de nucléotidiques complémentaires, antiparallèles, qui sont formés par des liaisons hydrogènes avec une complémentarité entre A et T d'une part et d'autre part entre C et G. Et en ce qui concerne l'importance, l'information génétique contrôle les caractères héréditaires chez tous les êtres vivants, qu'ils soient animaux, végétaux ou bien les micro-organismes. Le premier point qui va être élucidé concerne quelques notions importantes, à savoir le caractère génétique, le gène, l'allèle et la mutation. Commençons par la première notion, le caractère héréditaire. Je vais vous montrer quelques exemples de caractères et à travers lesquels on va sortir avec une petite définition. Le premier exemple, la couleur de la peau chez l'homme. Autre exemple, la couleur du pelage chez la souris, la couleur des pétales des fleurs, des plantes à fleurs, ou encore la présence ou absence des capsules chez certaines souches bactériennes, et également le groupement sanguin chez l'homme. Tous ces exemples de caractères nous permettent de sortir avec la définition suivante, c'est que le caractère est une particularité ou bien un trait qualitatif, la couleur par exemple, ou encore quantitatif, c'est-à-dire qu'on peut mesurer comme la taille, caractérisant une espèce ou un individu et qui se transmet d'une génération à l'autre. Il peut être observé à l'œil nu, toujours comme l'exemple de la couleur, ou bien décelé, c'est-à-dire détecté par des analyses. C'est le cas du groupement sanguin. Donc il nécessite des tests. Maintenant, on va mettre le point sur la relation entre le caractère et l'information génétique pour dégager un autre terme ou bien une autre notion importante. Donc à partir des données expérimentales suivantes, on va mettre en évidence cette relation. L'expérience en question concerne une souche bactérienne appelée E. coli ou bien Escherichia coli, donc une bactérie qui se localise au niveau des intestins de l'organisme humain. Donc cette souche bactérienne est caractérisée par sa sensibilité à un antibiotique qui est la streptomycine. Donc là, je vais faire rapidement une lecture des données expérimentales pour vous laisser le temps de répondre à deux questions. À partir d'une suspension liquide d'Escherichia coli, on va prendre deux quantités qui vont être réparties sur deux milieux. La première quantité va être mise en culture ou bien mise en culture ensemencée sur une boîte de pétri et qui va être transférée sur une autre boîte ou bien un autre milieu ne contenant pas de streptomycine. Là, on a le milieu 2. Alors que la deuxième quantité va être étalée sur une boîte de pétri qui contient cette fois-ci la streptomycine. D'accord ? Donc la streptomycine, le résultat, c'est ce qu'on a dans le milieu 3. Donc les deux questions qui vous sont demandées,
comparer les résultats obtenus. Et la deuxième question, expliquer les résultats. La question ou bien la réponse qui peut être proposée pour ces deux questions, donc on va commencer par la comparaison, qui est en même temps une analyse. Dans le milieu 3, ou bien dans le milieu 2, on a prolifération ou bien apparition des bactéries dites strep S en absence de streptomycine. C'est un résultat bien sûr attendu ou bien logique, vu qu'il n'y a pas d'antibiotiques qui bloquent ou bien qui freinent leur prolifération. Par contre, dans le milieu 3, on a eu prolifération de quelques colonies, alors que la souche ou bien les cellules bactériennes sont sensibles. Donc de quelques colonies. Donc ces colonies vont être qualifiées de strep R, c'est-à-dire ils ont une certaine résistance contre cet antibiotique. Les bactéries strep S, c'est-à-dire sensibles, sont dites bactéries sauvages, c'est-à-dire les plus abondantes ou bien les plus répandues dans la nature, alors que les bactéries strep R, qui sont résistantes, sont dites ou bien sont qualifiées de bactéries mutantes. Donc, on va parler de ce qu'on appelle la mutation. Donc, la mutation génétique est une modification, bien un changement imprévu, c'est-à-dire inattendu, spontané, d'un caractère héréditaire qui se transmet au cours des générations. C'est-à-dire que les colonies qui se sont développées dans le milieu 3, donc le changement, ou bien cette mutation, s'est produite d'abord chez la cellule mère et après prolifération de cette cellule, après plusieurs cycles cellulaires, il a donné des colonies résistantes. C'est pour cela qu'on dit qu'elle est héréditaire ou bien génétique, mutation génétique. Maintenant, on va passer à une autre notion, donc la notion du gène et de l'allèle. Lisons tout d'abord les données suivantes. Le caractère de sensibilité ou de résistance à la streptomycine est gouverné, c'est-à-dire contrôlé, par un morceau d'ADN appelé gène. Ce gène existe sous deux formes appelées allèles. Allèle sauvage qui gouverne la sensibilité à la streptomycine et qui existe chez les bactéries strep S. Alors que l'allèle muté, responsable de la résistance à la streptomycine, existe chez les bactéries strep R. Et là, je vais faire un petit arrêt. Donc là, les bactéries sensibles ou bien strep S, donc le gène a été coloré en rouge, alors que les bactéries strep R ont le gène qui était bien sûr présenté sous une couleur verte. Donc si vous constatez ou vous comparez les deux, vous remarquez que les deux gènes ont le même emplacement, c'est-à-dire le même locus, mais qui sont différentes. C'est normal parce que l'un donne la sensibilité alors que l'autre contrôle la résistance. En fin de compte, on peut dire que le gène est une portion ou bien un fragment, un morceau d'ADN responsable d'un caractère héréditaire. Et là, quand je dis gène est une partie de l'ADN, c'est-à-dire deux doubles hélices, c'est-à-dire deux brins nucléotidiques qui sont complémentaires. Donc ce gène peut être présenté ou bien se présenter sous plusieurs formes, donc qu'on appelle allèle. Donc l'allèle sauvage est celui responsable de la sensibilité à la streptomycine, alors que l'allèle mutant est responsable de la résistance à la streptomycine. Donc l'allèle mutant, c'est-à-dire au niveau de la séquence nucléotidique, elle est différente de celle de l'allèle sauvage, puisqu'il gouverne deux phénotypes différents. Mais il y a des cas où le gène peut être représenté par plusieurs allèles qui peuvent être identiques comme ils peuvent être différents. En conclusion, on va sortir avec le bilan suivant. L'allèle sauvage et l'allèle mutant représentent deux formes différentes du même gène qui occupent le même emplacement, ce qu'on appelle également le locus, le terme génétique, au niveau de l'ADN ou bien sur le chromosome, étant donné que le chromosome est porteur de l'ADN. La mutation donc est un changement qui se produit au niveau du gène et qui se reflète ou se répercute au niveau du caractère. Le deuxième point qui va être mis en évidence concerne la relation gène-protéine-caractère. Donc cette relation va être tranchée ou bien divisée en deux parties. La première partie concerne la relation protéine-caractère
Donc on va élucider cette relation à travers l'exemple de la drépanocytose, une maladie caractérisée par une déformation des globules rouges qui prennent la forme de fossiles. Donc le caractère qui va être étudié est la forme des cellules, ou bien la forme des globules rouges, donc un caractère à l'échelle cellulaire. Là, on a deux formes différentes. Donc les personnes saines, c'est-à-dire qui ne sont pas malades, ont des globules rouges de forme normale, ou bien une forme arrondie, comme vous voyez sur le premier schéma, alors que les personnes drépanocytaires, c'est-à-dire qui ont la maladie, ont des globules rouges déformés, qui prennent une forme de fossile. Et cette déformation fait des complications sanitaires, donc des difficultés dans la circulation sanguine et des difficultés dans le transport de l'oxygène. Donc les données disponibles indiquent que les globules rouges sont caractérisés par la présence d'une protéine dite hémoglobine. Et d'ailleurs, cette protéine donne la couleur rouge au sang. Donc, à travers les études, on a pu démontrer que l'hémoglobine de structure normale fait que la forme des globules rouges est normale, ou bien forme arrondie. Et dans ce cas, la personne est saine. Alors que quand l'hémoglobine présente une structure déformée, les cellules ou bien les globules rouges prennent une forme en fossile et du coup, la personne deviendra malade. Alors, à partir de cette relation ou bien de ce résultat, on peut dire que tout changement dans la structure ou bien la fonction de la protéine entraîne un changement au niveau du caractère. Donc le caractère étant la forme des globules rouges. Et on peut illustrer cette relation par le diagramme ou bien le schéma suivant. Donc la protéine contrôle ou bien commande l'expression du caractère. Donc tout changement qui se produit au niveau de la protéine va se répercuter directement sur le caractère. La deuxième partie concerne la relation gène-protéine, toujours à travers le même exemple. Là vous avez, donc on a donné les deux personnes saines et personnes malades. Bien sûr, les données, vous les avez sur le tableau. Donc à gauche, la personne saine, on a une partie de la séquence nucléotidique chez la personne saine, et à droite, on a la séquence nucléotidique en bas chez la personne malade. Donc à travers ces données, 1. Comparer les séquences nucléotidiques chez les deux personnes. 2. Expliquer l'origine génétique de la drépanocytose, c'est-à-dire la maladie. 3. Déduire ou bien conclure la relation gène-protéine. À la lumière des données présentes au niveau du tableau, on peut proposer la réponse suivante. Pour la comparaison, donc, on a une différence entre les deux séquences nucléotidiques. Donc si vous remarquez, il y a une différence au niveau d'un seul nucléotide. Donc un nucléotide T chez la personne saine a été remplacé par un nucléotide A chez la personne malade. 2. L'explication de l'origine génétique. Donc ça va nous ramener à parler cette fois de la mutation. Donc puisqu'on a remplacement d'un nucléotide par un autre, donc là on va parler d'une mutation de substitution qui s'est produite chez la personne malade. Donc si on revient, ou si on passe maintenant à la séquence polypeptidique, c'est-à-dire de la protéine qui est l'hémoglobine, on va remarquer qu'il y a également une différence. Donc l'acide aminé numéro 6 glutamate a été remplacé par un autre acide aminé qui est val chez la personne malade, valine. Donc un changement au niveau de la protéine. Donc à la lumière de cette comparaison, bien de cette analyse, on va déduire la relation suivante. C'est que toute modification, bien tout changement au niveau du gène va entraîner un changement au niveau de la protéine. Et on va l'illustrer de la manière suivante. Donc le gène commande ou bien régule la protéine. Le troisième point qu'on va traiter concerne le mécanisme de l'expression génique ou bien l'expression génétique. Et là, on va souligner le rôle de la molécule ou bien d'une molécule importante appelée ARNM, donc comme rôle d'intermédiaire. Tout d'abord,
soulignons une petite problématique. Donc on a l'ADN, ou bien la molécule d'ADN qui est l'information génétique qui contrôle la protéine, et la protéine contrôle le caractère. Donc l'ADN est localisé à l'intérieur du noyau, bon, chez les eucaryotes. Les protéines sont localisées au niveau du cytoplasme. Donc la question qui se pose, comment se fait ce transfert, ou bien ce passage de l'information génétique, c'est-à-dire l'ADN, qui se trouve dans le noyau, vers le cytoplasme, où se synthétise la protéine. Donc à travers les données suivantes, on va répondre à cette question. Donc là, vous avez deux photographies prises suite à une observation microscopique. Donc la photo A, chronologiquement parlant, précède la photo B. Donc on a utilisé un élément radioactif qui permet de marquer une molécule appelée ARN, donc abréviation d'acide ribonucléique. Donc la comparaison démontre que dans la première photo, les points noirs qui indiquent la présence de l'ARN sont concentrés au niveau du noyau. Alors que dans la photo B, les points noirs, cette fois-ci, vont se concentrer au niveau du cytoplasme. Donc là, on peut dire que l'ARN, ou bien la molécule d'ARN, est un intermédiaire entre l'ADN, qui se trouve au niveau du noyau, et les protéines qui sont synthétisées au niveau du cytoplasme. C'est pour cette raison qu'on le qualifie, ou bien qu'on qualifie cette molécule d'ARN-M, ou bien ARN messager, parce qu'il fait ce transfert, ou bien cette médiation. Concernant la structure et la composition chimique de cette molécule, l'ARN par rapport à l'ADN est une copie d'une portion de l'ADN, c'est-à-dire il va transmettre l'information génétique portée par l'ADN. Pour le sucre, ou bien la composition chimique, donc le sucre c'est un ribose, un sucre à 5 carbones, alors que l'ADN c'est un désoxyribose, c'est-à-dire un oxygène qui manque. Pour les bases, donc les mêmes bases, adénine, guanine, cytosine, mais une autre base qui est, bien sûr, qui est différente, qui est l'uracile. Donc au lieu de la thymine chez l'ADN, on trouve l'uracile. Et bien sûr la structure, il s'agit d'un monobrin, c'est-à-dire une seule chaîne nucléotidique, alors que l'ADN est une double hélice, c'est-à-dire deux brins. Donc le passage de l'ADN à la protéine fait intervenir l'ARN, donc ou bien l'ARN messager. Donc là, on va parler de la transcription, ou bien de la première étape de l'expression génique, qui est la transcription génétique. Donc la transcription se produit à l'intérieur du noyau et permet de passer du brin transcrit de l'ADN, donc c'est un seul brin de l'ADN qui va être transcrit en ARN-M, c'est ce qu'on appelle le brin transcrit, qui va être copié. Donc il va donner naissance au brin ou bien au monobrin d'ARN-M par l'intervention d'un complexe enzymatique qui est l'ARN polymérase. Donc ce complexe enzymatique qui est illustré par un rond rouge ou bien un cercle rouge va dans un premier temps dérouler la double hélice, comme vous voyez. Donc il va le dérouler, bien sûr il va faire une cassure au niveau des liaisons hydrogènes pour permettre la construction, bien la synthèse du brin d'ARN. Donc c'est la même complexe enzymatique qui va faire cette synthèse à l'intérieur du noyau, et à la fin on va avoir une autre fois la double hélice avec la libération du brin d'ARN-M. Juste à souligner que pour les nucléotides, donc au niveau du brin transcrit d'ADN, si on a A, il va être remplacé par U au niveau de l'ARN-M. T remplacé par A au niveau de l'ARN-M, C donc remplacé par G et inversement. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est pour le A qui est remplacé par U au niveau de l'ARN-M. De cette manière, la transcription génique prend fin et on passe à la deuxième étape qui est la traduction. La deuxième étape est la traduction. C'est une étape ou bien un processus qui permet de passer de l'ARN-M à la protéine. Il fait intervenir différents éléments à part l'ARN-M, à savoir la molécule d'ARN-T, l'ARN de transfert, et également un organite cellulaire appelé ribosome. Pour l'ARN de transfert, c'est la même composition chimique. Donc on trouve les 4 bases azotées de l'ARN-M, AUCG, mais avec une structure et une fonction différente de l'ARN-M. Donc là, on a 2 sites
important. Donc un site où se fixe l'acide aminé, donc c'est un ARN de transfert parce qu'il permet de transporter les acides aminés, donc c'est là où il va le fixer, et un site d'anticodon qui permet bien sûr la fixation de l'ARNT sur le codon qui va être traduit. Pour le ribosome, c'est un organisme formé par deux sous-unités, la grande sous-unité et la petite. Le deuxième point à souligner, le code génétique. Donc là, on a au niveau de l'ARN-M 4 bases azotées ou bien 4 nucléotides AUCG. Et au niveau de la séquence polypeptidique, on a des acides aminés. Donc la question qui se pose, comment on va faire ce passage? Ça va nous ramener à parler du code génétique. Donc chaque nucléotide ou bien les triplés, donc les nucléotides sont traduits par triplet, c'est-à-dire chaque 3 nucléotides correspondent à un acide aminé. Là, vous avez des exemples. Donc je donnerai un petit exemple. Par exemple, ACU, un triplet, ce qu'on appelle un codon, correspond à la thréonine, THR. Le CAU correspond à l'asparagine, par exemple, ASP, CAA, glutamate, UCU correspond au CR ou bien la sérine. Donc chaque triplet est dit codon. Donc toutes ces informations nous permettent de construire ce qu'on appelle le tableau du code génétique. Donc ce code génétique permet de faire la correspondance entre les nucléotides de l'ARN-M ou bien les codons avec les acides aminés. Donc brièvement on peut dire que pour un seul acide aminé il y a plusieurs codons, donc il y a une certaine redondance ou bien une répétition. C'est l'un des caractères du code génétique. Également, on trouve certains codons qui ne correspondent à aucun acide aminé, ce qu'on appelle les codons stop, qui sont 3, UAA, UAG, UGA. Et également, le code génétique est le même principe chez tous les organismes, qu'ils soient des micro-organismes, une cellule végétale, animale. Donc c'est le même principe qui est respecté dans l'étape de la traduction. Donc la traduction commence par la première étape, l'initiation. Cette initiation commence par l'assemblage des deux sous-unités de ribosome et va commencer à partir du codon d'initiation dit AUG. Donc l'ARNT va se charger de ramener ou bien de transporter, donc de transférer l'acide aminé correspondant, et à fur et à mesure, donc à chaque fois il y a traduction d'un triplet ou bien d'un codon. Donc le codon, donc ça fait que l'ARNT ramène l'acide aminé. Donc la traduction se fait dans un sens bien déterminé de l'ARN-M. Le deuxième stade, ou bien la deuxième étape de la traduction, l'élongation. Pourquoi on parle d'élongation? Parce qu'il va y avoir allongement de la séquence ou bien de la chaîne polypeptidique. Donc vous voyez le deuxième acide aminé qui est ramené par l'ARNT et qui va entrer en liaison avec le premier acide aminé. C'est un dipeptide. Donc au fur et à mesure, il y a avancement ou bien déplacement du ribosome, donc les deux sous-unités, l'ARNT ramène l'acide aminé du codon suivant. Et l'acide aminé va se lier au peptide précédent et ainsi de suite. Donc le signe qui va se relier au dipeptide jusqu'à ce qu'il y ait allongement de la séquence polypeptidique. C'est pour cela qu'on parle d'élongation. Le dernier stade, la terminaison. Donc on parle de terminaison, c'est-à-dire arrêt de la traduction. L'arrêt va se faire au niveau des 3 codons stop, soit UAA, UAG ou bien UGA. Donc quand le ribosome arrive au niveau de ce codon, vu qu'il n'y a pas d'acide aminé correspondant, c'est un signal d'arrêter la traduction. Les deux sous-unités se dissocient ou bien se séparent et on a libération de la chaîne polypeptidique ou bien de la protéine. Là, je vous propose ce schéma qui résume un petit peu les différentes étapes de l'expression génique. Donc l'ADN localisé dans le noyau dans le cytoplasme est transcrit en ARN-M. Celui-ci est traduit par la suite en protéines. Et les protéines jouent différents rôles, soit un rôle d'enzyme, ou bien un rôle d'hormone, ou bien de protéines. En fin de compte, je vous remercie pour votre attention. Chers élèves, merci infiniment pour votre attention. À bientôt.